Vous écoutez le 13e étage avec votre animateur Jean-Philippe Jalbert et ses invités JP Jalbert. Chaque semaine, on reçoit des entrepreneurs qui viennent nous parler de leur parcours et échanger sur des sujets qui les concernent. Le 13e étage, le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat, la finance et l'immobilier au Québec. Le 13e étage, on va parler des vraies affaires. 13e étage. Bienvenue au 13e étage. Je m'appelle Jean-Philippe Jalbert. Je suis entrepreneur et développeur immobilier. Encore avec Christiane comme co-animatrice aujourd'hui. Comment ça va, Christiane? Bonjour Jean-Philippe, ça va bien toi? Ça va super bien parce qu'aujourd'hui, on a une invitée qui va nous parler de sujets concernant la finance. Il est aussi investisseur immobilier, mais on va parler principalement de finance. Puis, ça va être vraiment intéressant. On va parler de la relation avec l'argent au Québec, la technologie en affaires, des ressources humaines en 2021 et du sujet de la retraite versus la liberté financière. Aujourd'hui, ça, je suis excitée. Ben oui, c'est des sujets qui te concernent en Oui. plus. Aujourd'hui, on reçoit Pierre-Olivier Desrosiers. Pierre-Olivier est CPA, président de Libre Finance Conseil et de différentes autres entreprises. Comment ça va? Ça va super bien. Super. Dis-moi, Pierre-Olivier, pour les gens qui ne te connaissent pas, parle-nous un petit peu de ton parcours, de ton expérience, puis c'est quoi tes différentes entreprises? Parfait. Donc, je suis CPA de formation. J'ai fini mon examen en 2007. Après ça, j'étais 6 ans cabinet comptable au centre-ville de Montréal, donc en audit. J'étais 5 ans en PME manufacturière, donc comme directeur des finances. Donc, j'ai accompagné des entrepreneurs dans le développement de leur entreprise durant ces 5 années-là. Et à force de les côtoyer, c'est là que ma flamme entrepreneuriale est née. Et je me suis lancé en juin 2017 à mon compte à 100%, en ayant un petit peu d'immobilier accumulé au fil du temps, mais avec rien devant moi. Donc, puis je savais pas quoi faire réellement de mon temps à ce moment-là. OK. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu es parti à ton compte à ce moment-là? Je voulais avoir le contrôle sur mon temps. Je voulais avoir plus de temps en famille à ce moment-là. Je sortais d'une grosse période où j'avais beaucoup travaillé, puis que j'avais besoin de justement pouvoir contrôler le volume de temps que je pouvais consacrer au travail pour finalement me rendre compte que l'entrepreneuriat, tu contrôles rien de toute façon. Donc, On pense qu'on contrôle un peu, mais on se trouve à quand même travailler. Puis parle-moi un petit peu de tes entreprises, parce que toutes tes entreprises commencent par Libre. Parle-nous un petit peu de chaque entreprise, puis de comment c'est né un peu. Puis pour les gens qui vont le visionner sur YouTube aussi, c'était habillé. Puis on va parler de ça, puis je pense que c'est un sujet qui est la liberté financière, qui est un sujet qui est de plus en plus à la mode, puis de comment arriver là. Puis on va commencer avec les entreprises. Parle-nous de tes différentes entreprises, qu'est-ce que ça fait, puis on va partir de là. Parfait. Donc, les Finances Conseil, qui est un cabinet comptable 100% numérique. Donc, présentement, on a une équipe de 9, puis on offre tous les services comptables d'un cabinet régulier. Donc, la tenue de livre, les états financiers de fin d'année, l'accompagnement de services conseil et tout ce qui est réglemental et gouvernemental. Donc, pour ça. Et il y a aussi les finances coaching, que c'est vraiment de l'accompagnement et de la formation pour travailleurs autonomes, entrepreneurs, tout ce qui est lié aux outils technologiques, tout ce qui est au niveau des finances, la comptabilité, donc pour ça la fiscalité. Puis en fait, Libre Finance, c'est né durant mon road trip et en famille qu'on a fait en 2018. Puis en fait, le pourquoi, c'est que je voulais avoir une entreprise que je pouvais gérer de n'importe où dans le monde, en ayant le contrôle sur mon temps, en construisant ma liberté financière, puis en pouvant être présent tout moment auprès de ma famille. Puis c'est là que dans l'année, en fait, entre le moment que j'ai quitté mon emploi, puis le moment qu'on est parti en road trip, disons que c'était une année difficile. Puis, en fait, il a fallu que je reconstruise mes finances durant cette année-là. Puis c'est là que je me suis dit que je vais aider les entrepreneurs à mettre leurs rêves de l'avant, peu importe c'est quoi. Donc, accompagner vers leur liberté financière pour qu'ils vivent leurs rêves. Puis c'est là que Libre Finance est né durant le road trip. Je trouve ça génial et tellement précieux et pertinent
d'avoir eu l'idée de partir cette organisation-là? Parce que moi, je le vois dans ma pratique. Souvent, j'ai des gens qui veulent se partir en affaires dans un secteur en particulier. Ils connaissent très, très bien leur secteur. Mais quand tu es entrepreneur, tu dois porter plusieurs chapeaux. Hein? Tu dois connaître les finances, avoir un budget, un plan d'affaires. T'es gestionnaire de ressources humaines parce que tu gères des employés, tout ça. Ça exige d'être un petit peu expert dans tout, puis on est humain, on peut pas être expert dans tout. Donc, d'avoir une ressource comme ton cabinet pour justement les aider, au moins à se structurer du côté de la finance, je trouve ça génial. Moi, je trouve que c'est important d'en parler, puis d'essayer de travailler vers une meilleure littératie financière pour tout le monde, mais pour les entrepreneurs, parce que c'est tellement important et significatif dans la solidité de leur projet, là, la viabilité de leur projet. Oui, vraiment. Puis les acteurs économiques accompagnent bien, puis beaucoup, jusqu'au démarrage. Donc, jusqu'au jour 1 de l'entreprise, il y a un bel accompagnement. Quand ils sont en croissance, mais il y a des incubateurs qui peuvent les accompagner. Ils ont les ressources financières pour pouvoir le faire. Mais dans la période de 0-5 ans, débrouille-toi. Tu n'as pas de ressources. Il faut que tu fasses ton réseau toi-même. Il faut que tu ailles chercher tes spécialistes au niveau des finances, au niveau du marketing, au niveau technologique. Ouais. Puis, c'est là que l'entrepreneur doit construire son réseau et il n'y a pas de support autour de lui. Puis, en fait, si on fait le lien avec mon autre entreprise, Libre Entrepreneur, ça découle de ça. Parce que puis aussi l'immobilier là. Donc en fait toutes mes entreprises sont interreliées puis à l'intérieur en fait Libre Entrepreneur c'est vraiment pour aider l'entrepreneur à se libérer de sa charge mentale. Parce que veut pas, c'est ça qui limite le plus l'entrepreneur dans son développement en soi. Il faut qu'il travaille sur son X et non pas en faire des tâches administratives X, Y, Z autour. Puis, en fait, il y a une bâtisse avec un local commercial. On met des bureaux partagés à l'intérieur. Donc, chacun des bureaux va être utilisé par un entrepreneur de service, lui-même entrepreneur, et qui offre des services aux entrepreneurs pour justement les accompagner dans la phase 0-5 ans dans leur développement. Et c'est là que Libre Finance a son bureau. Puis, je me suis accompagné des autres acteurs avec qui je travaille autour de moi dans mon quotidien dans les finances pour accompagner des entrepreneurs. C'est comme une espèce de bureau multifonctionnel, dans le fond, où chacun a son bureau, puis c'est un peu des sièges tournants aussi, des fois, où il y a des différents entrepreneurs. C'est quand même... Ouais, puis le fil conducteur est clairement la liberté, c'est-à-dire que ça soit d'accompagner l'entrepreneur et lui offrir des ressources pour qu'il puisse avoir la liberté de vraiment faire ce dont il a envie, travailler sur sa business et pas juste dans sa business. Et puis d'avoir une liberté financière éventuellement. Exactement. Donc, c'est là que l'entrepreneur, mettons, si on parle des finances, là, l'entrepreneur, il y a environ 75% qui déteste la tenue livre, déteste les rapports gouvernementaux. Et après ça, il y a un 15% que c'est correct et il avale, puis il y a un 10% qui aime ça. Donc, moi, dans les finances, ça fait 2 ans qu'ils accompagnent les travailleurs autonomes, les entrepreneurs, puis c'est là que j'ai vu le besoin d'être plus présent. Puis moi, personnellement, le marketing, oui, je comprends comment le faire, mais comment le mettre en place, je veux pas passer mon temps pour ça. Donc, j'étais me chercher un spécialiste là-dedans. Puis c'est vraiment là que je veux partager le réseau que je me suis fait pour vraiment aider un entrepreneur qui pense son entreprise, puis l'accompagner jusqu'à 5 ans, que dans les premiers 5 ans, les premiers 2 ans, il y a un entrepreneur sur 2 qui son entreprise ferme, puis c'est 1 sur 4 qui est capable de passer à travers les premiers 5 ans. Tu parlais, je m'excuse, je reviens sur un élément que tu as soulevé tantôt, tu parlais d'un road trip que tu as fait en famille, puis que c'était comme le déclic pour te lancer en affaires. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Oui, donc en fait, en mai 2018, ça faisait 1 an qu'ils étaient embarqués dans un partenariat immobilier qui finalement c'était un flop. Dans le fond, c'est beaucoup... en fait, il me manquait 8 000 $ par mois pour arriver. Donc, pour ça, ils n'avaient aucune entrée d'argent. Mon troisième, était né 5 mois plus tôt. Et ma deuxième souffrait... en fait, elle était en pleine crise d'arthrite juvénile. Ça. Donc, autant business que personnel, il n'y a rien qui allait. Puis, en fait, j'ai lancé l'idée à ma femme de partir en road trip aux États-Unis
un rêve qu'on avait depuis 2000, en fait, depuis qu'on s'avait rencontrés. Puis c'est vraiment là que elle m'a dit oui. Je sais pas pourquoi, là. J'ai demandé, elle m'a dit oui, tout de suite, parce qu'elle aussi était au bout du rouleau, là, à ce moment-là. Puis en fait, 4 mois plus tard, on partait en road trip aux États-Unis. Donc, on a acheté durant les 4 mois notre motorisé, on a loué notre maison, on a réduit nos finances au minimum. Puis, dans le fond, on est parti en septembre 2018 pour faire un 7 mois de road trip aux États-Unis qui a littéralement changé ma vie, là. OK. Puis vous êtes... Excuse-moi, Non, je te vole ton rôle d'animateur. Non, mais vas-y. Je suis juste curieuse de savoir par où vous êtes passé parce que je suis une amoureuse des voyages, moi aussi. Puis souvent, l'analogie que je fais avec mon rôle comme planificatrice financière, c'est que quand tu pars en road trip, ça prend une carte routière, il faut que tu saches où est-ce que tu te rends. Donc, j'utilise souvent le terme de road trip. Je suis curieuse de savoir où tu es allé, par quel état tu as passé. Oui, on a pris les 2 premiers mois pour descendre la côte Est. Donc, du Québec jusqu'en Floride. Donc, on a vraiment longé l'océan Atlantique durant ces 2 mois-là. On est resté 1 mois et demi en Floride. Puis, en Floride, on était jusqu'au bout des Keys. Puis, on est remonté par la côte ouest de la Floride. On a pris 1 mois et demi pour traverser le sud des États-Unis. Puis, on est resté 1 mois en Californie avant de revenir en 1 semaine au Québec. OK. Donc, pour ça, donc c'est... puis, en fait, si tu veux qu'on en embarque dans les plus belles places que j'ai vues, on pourrait en parler longtemps. Ah, c'est bon, on se prendra un petit bleu royal après l'émission, tu m'en parleras. Ouais, en fait, moi, je trouve ça... Puis c'est une des raisons pourquoi je t'ai invité. On se connaît un petit peu des médias sociaux, puis je trouvais ton parcours quand même... en fait, pas quand même très différent de ce qu'on voit. Puis, tu l'as dit, ça a été un peu sur peut-être un coup de tête. Mais comment ça s'est planifié? C'est parce que souvent, c'est le rêve d'une vie. Des gens disent hey, on va partir en voilier, on va partir en road trip. Puis là, tu le dis, je dis à ma femme, elle dit oui. Après ça a été quoi les étapes? Parce que là, tu me disais, là, ça a été un petit peu plus difficile du côté entrepreneur, du côté personnel. Moi, souvent, j'ai goût d'entendre les invités sur leur déclic, sur leur mindset à ce moment-là. Qu'est-ce qui te passait par la tête? Puis qu'est-ce qui a fait que, bon, on fait ça, comment on va le faire? Puis après ça, de quelle façon on va le préparer? Parce que c'est souvent ça, c'est vraiment ça la clé de l'entrepreneuriat. Là. Oui. Dans ma première année, je me suis beaucoup formé comme entrepreneur au niveau personnel, beaucoup fait de développement personnel. Puis une des techniques, deux des techniques que j'ai apprises, c'est quand tu as des limitations, des contraintes, liste-les, mets les solutions à côté. Puis après ça, ton plan de match, mais il faut que tu l'exécutes, puis tu vas pouvoir y aller. Donc, en fait, je l'avais fait pour être capable de convaincre ma femme. Donc, pour éliminer les raisons pourquoi on pourrait pas partir. Puis finalement, quand elle m'a dit oui, c'est devenu le plan de match. Puis en fait, on a attaqué nos finances, qui était notre plus gros problème à ce moment-là. Puis c'est là que j'ai testé le marché locatif pour notre maison. Donc on avait une belle maison à Repentigny. Puis finalement, on a pu la louer. C'était 2000 $ par mois de pression financière de moins. Donc juste ça. Ça l'a réglé une partie. Après ça, on a loué les appartements qui étaient problématiques pour nous. Donc, on a comme mis nos finances à zéro. Puis, on avait un coussin de 50 000 $ à rien, qu'on s'est dit qu'on allait décaisser 2 000 par mois, le temps qu'on allait en avoir. Puis, donc, ça nous donnait 2 ans devant nous de liberté en soi, sans devoir travailler. Puis, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on s'est attaqué au reste, parce qu'on savait qu'au niveau des finances, on était correct. Ouais, on avait, dans le fond, la pression était enlevée sur les épaules. Puis après ça, comment ça s'est orchestré, ce voyage-là? Parce que c'est quand même la préparation, de partir avec les enfants en motorisé pendant 7 mois. Oui. En fait, notre plus vieille avait 5 ans qu'on partait. Donc, on a fait sa première année sur la route. Donc, ma femme, qui était en congé de maternité à ce moment-là, a pris le rôle de professeur aussi. Donc, en fait, tout ce que les parents ont vécu à partir de la mi-mars l'année passée, nous, ça faisait 1 an et demi qu'on le vivait, donc avec ma plus vieille, à l'école à la maison. Puis, en fait, je dirais le deuxième gros élément qu'on avait, c'était ça. Après ça, il y avait notre gestion immobilière, que c'était moi qui faisais la gestion de nos immeubles à ce moment-là, il fallait que je trouve quelqu'un pour m'en occuper. Donc, j'étais capable de trouver quelqu'un pour au niveau administratif. Puis après ça, j'ai commencé à mettre en place des façons de faire pour pouvoir être à distance. Donc, tout ce qui était documents qu'on avait, on les a tous numérisés pour avoir accès à tout. J'ai fait faire une procuration à ma soeur pour qu'elle puisse aller signer sur le notaire si on avait un besoin de nouveau financement ou de vente durant cette période-là. Puis finalement,
on a mis les bonnes pièces en place pour pouvoir partir la tête tranquille. C'est sûr qu'il y a une pression quand même qui a resté durant le voyage. Là. Ça a pris combien de temps organiser ce voyage-là? Ça a pris 4 mois. Quand même rapide, là. Donc, mais c'est drôle à dire, mais ils n'avaient rien d'autre à faire que ça. Parce que je sortais de mon partenariat, puis ils n'avaient rien devant moi. Ma femme était en congé de maternité. Donc, ils n'avaient pas de travail à faire, autre que travailler là-dessus. Puis c'est là qu'en 4 mois, mais on a été capable de construire ce rêve-là, de le mettre en place. Tu as parlé de ce partenariat-là. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus en détail, de comment ça s'est orchestré, pourquoi ça s'est mal fini, puis ça a été un peu, je pense, le point déclencheur de tout ce qui s'est passé par la suite. Là. Tu sais, c'est souvent un point déclencheur qui fait comme, ah non, ça, là, on va passer à d'autres choses, puis on va aller de l'avant. Là. Exactement. En fait, quand je suis parti de mon emploi en juin 2017, c'est vraiment, je savais pas vers quoi que je m'en allais, puis j'ai embarqué trop vite dans un partenariat. Donc, j'étais déjà en immobilier, je voulais devenir plus actif en immobilier. Je me suis associé avec un partenaire à ce moment-là. Puis finalement, je m'associais pas pour les bonnes raisons, lui non plus. La communication n'a pas fonctionné. Puis au bout de 6 mois, mais les avocats étaient déjà dans le dossier pour nous séparer. Aïe, aïe, aïe. Donc, quand tu dis pas les bonnes raisons, c'était quoi? On y allait tous les deux pour l'argent, mais je me connaissais pas assez pour connaître mes valeurs à ce moment-là. OK. Puis mes valeurs n'étaient pas au niveau des finances. C'était plus pour avoir du temps auprès de ma famille. Puis c'est là que les contraintes sont arrivées directement. Excellent. Ouais, vas-y. Chapeau pour avoir eu la réceptivité d'apprendre de cette expérience-là, justement, pour mieux définir c'était quoi ton why, c'était quoi la raison de pourquoi tu voulais te lancer en affaires. Là. Ah, tout à fait. Parce que on en a parlé dans un autre épisode déjà, puis souvent, puis on en a parlé dans le mien aussi, où des fois, tu te dis, ben, je veux faire ça pour telle raison, puis tu te rends compte que c'est pas la bonne raison. À un moment donné, tu te poses la question, quand c'est bien défini, est-ce que je m'éloigne ou je me rapproche de mon objectif, tu sais? À ce moment-là, tu sais, mettons, aujourd'hui, je te propose un partenariat, disant, on va faire bien du cash, je vais te dire, ben, ça me rapproche pas de mon objectif, c'est pas ça, tu sais. Tu sais, juste d'évoluer là-dedans, puis là, ça prend souvent une expérience négative, là, c'est comme, puis tous les entrepreneurs qu'on reçoit, c'est souvent ça, là, c'est une expérience négative qui fait que, hey, là, c'est pas vrai que je vais me faire chier toute ma vie à faire ça, ou tu sais, après ça, je me retourne de bord, puis là, c'est souvent, ça arrive jamais c'est rare que ça arrive de juste, je suis devenu entrepreneur parce que c'était dormir le fun, puis ça passe souvent d'un déclic qui est, ben, souvent négatif, ou un partenariat on progresse de ça, puis c'est là qu'on apprend le plus souvent, là. Fait que, en effet, c'est tout à ton honneur, puis en plus de revirer et de dire, bon, ben, gars, on part 7 mois, puis on va aller changer les idées. Puis avec 3 enfants. Oui. Ah, c'est incroyable. Dans un motorisé de 24 pieds, donc disons que la proximité, on l'a vécu. Qu'est-ce que ça a été l'expérience pour les enfants là-dedans? Moi, j'ai le goût d'aller là, peut-être. Est-ce que ça les a ouverts à un autre mode de vie, puis au niveau de leur... C'est quand même à bas âge de vivre ça doit être quand même formateur. Oui, puis dans le fond, il y a l'aspect de nouveauté que veux pas, c'était nouveau à tous les autres, qu'est-ce qu'on faisait. Donc là, présentement, je le vois parce que ça fait 1 an qu'on est au Québec, puis tout ce qui est nouveauté qui arrive dans leur vie, ils prennent du bon côté, puis ils l'avancent, puis ils font avec par rapport à ça. Puis c'est comme des défis supplémentaires. Mon gars, il y avait 7 mois quand on est parti, puis en fait, il vivrait dans le parc, là, avec les jeux d'eau, puis là, l'été est revenu, là, donc pour lui, c'est vraiment la place qui triple le plus dans le monde, c'est ça. Donc, c'est là que je vois que c'est pas... Puis mes enfants sont aussi rapprochés. Donc, les 3 jouent ensemble. Quelque chose que mes 2 plus vieilles ne faisaient pas avant qu'on parle. Donc, pour ça, parce que leur ami, c'est sa sœur, son frère. Ça crée une synergie, là. Ouais. Excellent. Parle-moi de tes business un petit peu, puis de quelle façon tu te distingues de tes compétiteurs. Si tu l'as dit, ton bureau comptable est entièrement numérique avant le COVID. Tu étais déjà un précurseur de tout ça. J'ai goût que tu me parles un peu des différentes entreprises puis en quoi ils se distinguent, parce que tu as quand même un horizon puis une business des business qui sont différentes quand même. Là, oui, en fait, au niveau de les finances, on dessert les travailleurs autonomes, les entrepreneurs, puis les investisseurs immobiliers. Donc, directement. Puis, en fait, pourquoi que je dessert ceux-là? C'est que moi, personnellement,
j'ai passé par les trois, puis je suis toujours investisseur immobilier, toujours entrepreneur. Puis c'est là que je connais la réalité de la personne de l'autre côté de la table. Donc c'est là que quand on se parle d'investisseur immobilier, oui, ça peut parler de financement, de fiscalité, mais la gestion des opérations, de son day-to-day, automatiser les perceptions de ses loyers, mais je peux y en parler, puis je peux lui dire aussi comment que moi je le fais, puis comment le mettre en place pour lui, pour justement sauver du temps, puis automatiser ses façons de faire. Tout à fait. Parle-nous, t'en as parlé un petit peu, mais parle-nous des problématiques ou des enjeux que tu as vécu dans ta carrière d'entrepreneur. En fait, il y a eu ma fin de partenariat, donc pour ça. Mais pour les finances, j'ai attendu trop longtemps pour embaucher ma première personne. Ce qui a fait en sorte que, il y a 1 an, je l'embauchais. Puis, sincèrement, elle aurait dû rentrer 6 mois plus tôt. Donc, parce qu'il y a beaucoup de choses que je reportais en avant. Ils étaient beaucoup pris dans l'opérationnel. Puis, mon entreprise serait pas au même niveau présentement s'ils auraient eu cette personne-là de plus. 6 mois avant. C'est là que, depuis ce que je travaille pour travailler sur, on dit souvent de travailler sur son X, là. Donc, travailler où que on est vraiment bon. Puis, c'est là que je me suis entouré des bonnes personnes autour. Puis, je pense que la meilleure décision que j'ai pu prendre dans l'année, c'est justement embaucher puis grandir mon équipe. Puis, pourquoi t'avais attendu? Par peur. OK. Donc, pas confiance en moi par rapport à ça. J'avais géré des équipes par le passé, puis c'était pas quelque chose que j'aimais faire nécessairement. Puis c'était un défi que je voyais plus gros que c'était en réalité. Puis finalement, je me suis fait coacher, j'étais capable de passer à travers cette contrainte-là. Puis je suis vraiment content maintenant. Dans tes autres enjeux, tu m'avais marqué demande énorme en service conseil, mandat de la part de nouveaux clients, surtout COVID. En quoi c'est un enjeu? Croissance folle au début de la crise du COVID l'année passée. Donc, en fait, tous les entrepreneurs sont retrouvés avec pas nécessairement leur information financière parce que tout était en présence physique à ce moment-là. Les cabinets comptables surchargés à ce moment-là aussi. Les conseils au niveau de toutes les mesures gouvernementales étaient pas nécessairement analysés au fur et à mesure par les grands cabinets. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des mesures gouvernementales qui sortaient, je faisais un live Facebook l'après-midi ou le soir, puis ça faisait en sorte que je vulgarisais les mesures gouvernementales qui sortaient, puis ça a fait en sorte que c'était hyper attractif, parce que le monde, à ce moment-là, à part être sur Facebook pour ça, les nouvelles, il n'y avait rien d'autre à faire que ça. Donc, en fait, la demande pour le service conseil a explosé à ce moment-là, avec tout le temps les mandats qui viennent, donc les fins d'année, les tenues de livre. Puis, j'étais tout seul, là. Si on comprend bien, depuis 1 an, tu as engagé 8-9 employés dans les différentes business. Oui, exactement. Donc, dans les finances, embauché 7 personnes, puis il y a ma femme qui s'est jointe durant l'été. Quand même, hein? Tu m'avais marqué aussi foncer jusqu'à l'épuisement. Tu m'avais donné quelques dates. J'ai goût que tu me parles de ça. Tu t'avais donné quoi comme date? Mai 2012, avril 2017, mai 2018. Oui. En fait, c'est toutes ces dates-là, ça a été mes fins d'emploi, mes fins de projet par le passé. Donc, je me suis donné jusqu'à m'oublier, puis vraiment avoir besoin de repos avant de recommencer là-dessus, puis avoir besoin de carrément changer dans quoi que je travaille. C'est sûr que de l'autre côté, j'ai beaucoup appris là-dessus, puis je me connais beaucoup mieux grâce à ces moments-là. Mm-hmm. Mais en fait, puis justement, je l'ai fait 3 fois, là, ça me tente pas 4 fois. Là. Donc, c'est là que mes décisions maintenant, je les prends plus tôt en avance que être confronté puis manger le coup de parquet d'en face. Là. Ouais. Meilleure planification dans les opérations, peut-être. Oui, exactement. Parle-moi de tes grandes forces, tes succès. Je dirais le road trip, c'était mon plus gros succès. La création de l'épinance aussi. Donc, pour ça, au niveau immobilier, c'est-à-dire mon premier achat immobilier, c'était mon plus gros succès jusqu'à maintenant. Parce que je savais pas qu'est-ce que je faisais à ce moment-là. Puis finalement, j'ai acheté un deal, donc un 4 logements en 2013. Puis depuis, j'ai retiré 4 fois ma mise de fonds initiale. Mais
je savais pas qu'est-ce que je faisais à ce moment-là. Là, depuis 3-4 ans, je sais qu'est-ce que je fais en immobilier. Mais c'est vraiment là que c'était un superbe succès pour moi. Puis comment ça a commencé l'immobilier? T'en as parlé un petit peu tantôt. Ouais. Parle-moi un petit peu de dans le fond, tu étais à ce moment-là dans un cabinet comptable, je pense, à peu près dans le timing, là, mais qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de t'orienter un petit peu de diversifier vers l'immobilier? Oui. En fait, ça faisait 1 an que j'avais quitté le cabinet comptable. J'étais parti du centre-ville de Montréal à Saint-Félix-de-Valois, donc en pleine campagne dans la Naudière. Et disons que les salaires n'étaient pas les mêmes. Et c'est là que j'ai... comme tout bon comptable, j'ai fait mon suivi de ma valeur nette annuellement. Et c'est là que en 1 an, ma valeur nette n'avait pas progressé. Donc, c'est là que je me suis dit, ça me prend quelque chose pour augmenter ma valeur nette. Et j'ai commencé, je sais pas pourquoi, j'ai pensé tout de suite à l'immobilier pour être capable d'avoir du cash flow supplémentaire, à me créer de la valeur. Puis, c'est là que je suis parti en vacances cet été-là. Pour 2 semaines, puis en revenant de mes vacances, j'avais une offre d'achat acceptée sur un 4 logements. Puis 2 mois après, j'ai acheté mon premier 4 logements. Excellent. C'est quelque chose qu'on parle, on dit souvent en blague, nous autres, sur les médias sociaux, là, avec Jean-Sébastien Lebel, qui va être au show aussi, l'importance de la valeur nette. Mais honnêtement, je pense que c'est tellement un bon conseil, là. On le dit souvent à la blague, mais les gens devraient regarder à chaque année, est-ce que ma business, dans le fond, est-ce que mon moi Inc. a progressé à chaque année? Si ça n'a pas progressé, il devrait y avoir des changements à faire quand même. Tu sais. Puis tu parles de valeur nette, puis on en parle régulièrement malgré tout. Là, tu sais, veux pas quand tu fais des financements, tu envoies ton bilan, fait que tu le vois si ça a monté ou ça a descendu. Dans l'immobilier, évidemment. Là, mais je pense que t'amènes un bon point où des fois, c'est une balise qu'on devrait regarder plus que qu'est-ce qu'on gagne à chaque année, notre salaire, la progression du salaire. Parce que souvent, on se rend compte que, je parle à plein de gens, il y en a qui sont à salaire, puis tu te rends compte qu'à la fin de l'année, ils ont zéro augmenté. Tu as un meilleur salaire, mais tu en dépenses plus. À qu'en bout de ligne, à la fin de l'année, ça donne quand même zéro. Puis je renchéris sur ce que tu dis. Il y a la valeur nette en chiffres, puis combien tu vaux. Mais de ton témoignage, Pierre-Olivier, moi, ce que j'entends, c'est que tu as aussi une plus grande liberté au niveau de ton temps, une plus grande capacité à passer des bons moments en famille, partir en road trip 7 mois. Je t'avoue que tu dis ça, moi, j'étais un peu envieuse, là. Pas juste toi. Surtout par les temps qui courent, ça fait longtemps qu'on n'a pas voyagé. Ouais, ça prend 4 mois à préparer. Oui. Donc, tu sais, je pense que, comme Jean-Philippe disait, oui, la valeur nette, c'est un indicateur, mais ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a d'autres dimensions de qualité de vie qu'il faut aussi considérer qui sont pas forcément monétaire. Puis t'es un bel exemple de ça. Là. Oui. Puis, en fait, quand on parle de valeur nette, il y a souvent t'en as parlé, JP, quand ton salaire augmente, ton rythme de vie augmente, mais quand ton salaire arrête, ton rythme de vie est toujours augmenté. Mm-hmm. Donc, c'est là qu'au niveau financier, ton cash flow que tu as besoin pour vivre, il est hyper critique pour toi. Parce que si tu augmentes d'année en année ton salaire, puis tu augmentes année en année tes dépenses, même si ta valeur nette augmente, c'est que quand tu arrêtes, ta valeur nette que t'en as pour moins longtemps pour être capable d'en vivre. Donc, c'est là que mon road trip me l'a vraiment appris, qu'on a réduit au minimum nos dépenses. Puis, c'est là que je suis justement l'évolution de ma pression financière que j'ai, combien de coussins de sécurité j'ai d'avant, pour justement faire en sorte que si une crise financière comme le COVID qui arrive le 15 mars, mais que j'aille du coussin devant moi et non pas le 17 mars que je suis plus capable de payer mon équipe, que je suis pas capable de payer mon loyer, puis il faut que j'attende après le gouvernement pour me supporter là-dedans. Je pense que c'est un excellent point, en fait. Puis c'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai vu une étude dernièrement, je pense que c'est aux États-Unis. Il disait, je pense que pour un 500 $ de dépenses mensuelles, ça pourrait mettre en faillite, je pense que c'est 40 ou 50% des Américains. Tu te rends compte que, puis au Québec, les statistiques ou même au Canada, je pense, sont pas mal semblables. Là. Je pense que c'était 300 $ mensuels au Québec, puis c'est tout pète. Là. Fait que tu te rends compte que le coussin de sécurité, puis on l'a vécu un peu dans le COVID, où je pense c'est la PCU qui était le coussin de sécurité de bien des gens. Oui, je pense que c'est une des leçons très précieuses que beaucoup de gens ont retenues de cet événement-là. Du moins, moi, je le vois dans ma pratique. Je ne sais pas si toi aussi, Pierre-Olivier, c'est quelque chose que tu vois. Puis surtout pour des entrepreneurs, parce que les entrepreneurs ont non seulement
la survie de leur entreprise. Ils ont à charge des employés qui dépendent de la capacité à générer des mandats puis de la business, mais il y a aussi leur propre situation financière qu'ils cherchent à maintenir. Donc, moi, c'est quelque chose que j'observe dans ma pratique. Il y a beaucoup de gens qui ont retenu là, l'importance d'avoir ce coussin-là puis cette marge de manœuvre-là. Là. Exactement, parce que beaucoup d'entreprises ont tombé du jour au lendemain avec aucun revenu. Donc, tant que longtemps qu'il y avait du revenu, si on prend le Cirque du Soleil, là, c'est purement ça. Une grosse business que ça leur prenait des spectacles quotidiennement pour être capable de payer leur monde. Puis du jour au lendemain, ils pouvaient plus générer de revenus. Mm-hmm. Donc, en soi, c'est là que avoir le coussin de sécurité, puis une chance que le gouvernement a été revenu, que oui, il a été généreux, puis quand on pense que le taux de faillite a été réduit de 4 fois durant la crise financière, mais ça veut dire qu'il a été trop généreux aussi à un moment donné là-dedans. Ah, clairement. Dernièrement, dans tes forces et tes succès, tu m'as marqué été 2018, liberté financière. Puis là, je fais des mathématiques. En 2017, tu disais que tu mangeais, je pense, 7 ou 8 000 $ par mois pour couvrir tes... Je trouve ça quand même impressionnant. Qu'est-ce qui s'est passé en 1 an et demi pour se rendre jusque-là? En fait, ça a été en 2 mois et demi. Donc, pour ça, parce qu'en mai 2018... justement, il me manquait 8 000 par mois. Puis, durant l'été, j'étais capable de ramener ça. En fait, dans notre 8 000, il y avait justement la maison qu'on a mis en location pour ça. Il y avait des appartements qui étaient pas maximisés au niveau de la location. Donc, on les a maximisés à ce moment-là. Et en fait, on avait plein de dépenses de cartes de crédit superflues, des abonnements qui passaient, oui, ça nous apportait quelque chose, mais rien par rapport à notre objectif de partir en road trip. Donc, on s'est désabonné. On a coupé tout ce qui était resto, qui était quand même un bon budget à ce moment-là. Donc, en fait, on a vraiment décortiqué l'ensemble de nos finances en fait, on avait un rythme de vie à près de 12 000 par mois familial à ce moment-là, qu'on a ramené à 4 000 en l'espace de 2 mois et demi en coupant toutes les sources. Vous avez réorienté et réattribué ces ressources-là vers vos vraies priorités. Exactement. Donc, pour ça, qui était vraiment notre grande cible de pouvoir partir la tête tranquille en septembre 2018. Vous autres, vous aviez un objectif précis en tête, mais je pense que n'importe qui, c'est un exercice qui en vaut la peine pour n'importe qui, parce que c'est facile au quotidien quand tu es dans la folie de justement du quotidien, puis la vie, on va à un rythme qui est souvent un petit peu fou. Puis des fois, je pense que c'est important de s'arrêter, de faire une pause, puis de réévaluer tout ça. Puis de se poser la question, de dire ça, bon, je dépense ça pour ça, c'est comme une habitude, mais est-ce que c'est vraiment une priorité pour moi? Est-ce que je pourrais pas l'attribuer ailleurs, que ça soit vers un voyage ou pour éventuellement se partir une business ou se bâtir une mise de fonds pour un achat d'immeuble? Je pense que c'est un exercice qui en vaut la peine, même si on n'a pas un objectif précis comme toi, t'en avais un qui était de partir. Exactement. Puis je pense que dans la dernière année, justement, il y a beaucoup de monde qui l'ont appris ça à la dure. Puis je crois qu'on fin mars, début avril, tout le monde était là-dedans au niveau de leur business, au niveau personnel. Puis je pense que c'était le moment où que c'est plate à dire, là, mais tout le monde a été mis dans ses propres comment se passe ça? Ses propres pattern un peu sur eux. Oui, exactement. Donc, c'est pas de décisions passées qui étaient peut-être pas les meilleures pour eux, puis qu'il a fallu qu'ils cassent leur pattern, justement, pour être capable de ramener, puis faire en sorte que ils perdent pas sur leur maison, leur business. Okay. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que tu dis par rapport à épurer? Tu sais, je reviens souvent à l'exemple, dans le temps que j'étais en finance, on donnait souvent cet exemple-là de café. Tu sais, mettons le café à chaque jour. Tu sais, des fois, on réalise pas, tu sais, quand on parle de budget, puis à un moment donné, il y a un moment où c'est des choses qui ne dérangent pas, mais à un moment donné, quand tu as des objectifs, on parlait, mettons, exemple, un café par jour. Ben, c'est 5 $ par jour. 5 $, c'est rien. Mais 5 $, c'est 25 $ par semaine. Tu as 52 semaines dans l'année. Tu as 2 semaines que tu es en vacances, et que tu ne vas pas prendre tes cafés à chaque jour. Mais juste ça, tu te rends compte que tu viens de brûler, je sais pas, 1 200 $ par année pour du café. Là. Peut-être que tu peux prendre à la maison, l'amener dans ta tasse. Tu sais, c'est des exemples niaiseux. Là, je fais souvent de la micro... objectivation, là, ou en tout cas, ça, là. Les gens ont compris. Mais, tu sais, puis je pense que ça, c'est un petit exemple, mais ça soit un resto à 200 $, mettons, par semaine, ou 100 $ par 2 semaines, ou 200 $ par 2 semaines, tu te rends compte qu'à la fin de l'année, c'est 2, 3, 4, 5, 10 000 $.
Puis ça, c'est de l'argent net, là. Ça en prend 20 000, là, pour, ou plus ou moins 15 000, 16 000 pour aller chercher ce même montant-là. C'est incroyable, tu sais. Des fois, les abonnements, tu parlais des abonnements. Oui, c'est ça, les paiements automatisés. Tu n'as même pas à y penser, ça passe tout seul sur le compte. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que ça peut être un conseil des fois pour des gens qui disent hey, j'ai pas de mise de fonds, mais des fois, des petits changements donnent quand même un grand impact, surtout pour les plus jeunes. Tu sais, des fois, on réalise pas, mais tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, mes amis sortaient d'un club. Ben, c'est 200$ par soir. 200$. Quand t'en gagnes 500 dans ta semaine, c'est fou pareil. Là. Tu sais, c'est débile. Fait que, tu sais, des fois, c'est des petites choses. Mais quand tu regardes sur le long terme, sur le nombre de répétitions, c'est incroyable. Là, tu sais, c'est de l'argent en tabarnouche. Là. Exactement. Puis, par exemple, on a été capable de baisser à 48 000 par année notre rythme de vie. Mais avant ça, on dépensait peut-être pour 12 000 $ par année de restaurant. Donc, ça, c'était l'équivalent d'un cinquième de notre budget d'avant qu'on était capable de disparaître. Puis ça fait, si on continue ça, on peut travailler seulement 4 jours sur 5 en évitant le resto. Donc, c'est là que ça peut aller vite en termes d'impact dans notre quotidien. Puis, surtout avec les programmes gouvernementaux, quand tu baisses ton revenu familial, mais les subventions, surtout quand tu as des enfants, là, augmentent vraiment rapidement. Ils appellent ça être fiscalement pauvre. Oui, exactement. Ça devient très riche à la fin. Mm-hmm. Dans le net. On avait déjà fait des... je sais pas si tu dois avoir vu là, les calculs de revenus familiaux. Quand tu descends en bas de 60-70 000, c'est incroyable. Là, ça fait vraiment, vraiment une grosse optimisation au niveau de qu'est-ce qui reste à la fin. Là. Exactement. En fait... on va rentrer dans les chiffres. Là. Moi et ma femme, on se déclare chacun 25 000 par année de revenus. Ce qui fait en sorte que pour chacun de nos enfants, on a environ entre 8 et 9 000 de subventions d'allocation canadienne pour enfants, puis la portion québécoise. Donc, ça fait en sorte que notre revenu net, on en a pour 75 000. Puis avec 75 000 de revenu net, on vit bien avec ça. Mm-hmm. Donc, c'est là que des fois, la deuxième personne dans le couple qui d'être à la maison, au final, peut rapporter plus en termes de net pour le couple. Puis après ça, quand tu es travailleur autonome, entrepreneur incorporé, tu es capable de jouer justement avec ta fiscalité. Puis c'est là que, en fait, que la liberté se crée. Là. Ah, tout à fait. Ça revient à la même affaire qu'un chiffre d'affaires en affaires. Tu peux avoir un gros chiffre d'affaires, mais ça dépend de ce qui reste à la fin. Au niveau personnel, c'est la même chose. Quand on a des bons conseils en fiscalité ou un bon comptable qui est capable de faire des scénarios, de dire, gars, si tu fais 10-15 000 $ de plus, mais tu perds ça, dans le fond. T'sais. Des fois, ça fait quand même une grosse différence aussi. Donc, je pense que c'est quand même intéressant de parler de ça, en fait, là, parce que moi, c'est quelque chose qui m'allume beaucoup. Finalement, avant d'aller à la pause, PO, parle-moi de tes, dans le fond, les conseils que tu donnerais à des jeunes entrepreneurs ou les caractéristiques que ça prend pour devenir entrepreneur ou comptable ou en immobilier. Le premier, c'est entoure-toi. Donc, vraiment, va chercher les bonnes personnes. Puis les bonnes personnes, tu vas pas pouvoir te fier à qu'est-ce qu'ils vont dire, comment ils vont se comporter, mais c'est vraiment en le faisant avec eux que tu vas voir si c'est les bonnes personnes autour de toi. Après ça, c'est forme-toi. Donc, peu importe dans quel domaine, là, travailleur autonome, entrepreneur ou investisseur immobilier, c'est assure-toi de te former. Puis là, maintenant, il y a tellement de contenu gratuit de disponible que ça coûte pas cher pour pouvoir se partir. Puis après ça, c'est passe à l'action. Là. Parce que c'est bien beau de faire tes fichiers Excel puis tes plans, mais si tu passes pas à l'action, il faut rester en arrêt de ton fichier Excel. Il faut que tu décolles. Oui, exactement. Tu m'as marqué, puis j'ai goût de le mentionner parce que je trouve ça écœurant. Là. Si c'est lourd dès le départ, prends du recul. Explique-moi ça. Exactement. En fait, c'est ce que j'ai appris de mon partenariat. C'est que dès le départ, il y avait une lourdeur, puis j'ai pas pris le recul, donc j'allais manger en pleine face la lourdeur. Puis c'est là que si c'est compliqué dès le départ, c'est que tu te prends pas la bonne façon pour arriver à ton objectif. Ta cible peut être très claire. Le chemin que tu prends, on s'en fout un peu pourvu que tu te fasses du fun à l'intérieur. Donc, puis c'est là que c'est en prenant du recul que tu vas être capable d'y aller. Tu m'avais marqué, ben oui, tout à fait. Puis je regarde ton nom, puis je suis comme, ça aussi, j'ai goût que tu me l'expliques. Les limitations que tu as sont dans ta tête. Tu en avais parlé un petit peu précédemment, mais je pense que c'est un Christy de bon conseil. Là. Souvent, on se met des barrières nous-mêmes d'en face. Là. Oui, exactement. Puis, en fait, oui, il y a les autres qui peuvent t'influencer autour de toi, mais la première limite que tu as, c'est directement qu'est-ce que tu as dans ta tête. Puis si tu es capable de passer à travers ça, mais tu n'auras pas de limite, puis tu vas pouvoir foncer vers tes objectifs.
on peut peut-être réitérer ce que tu as dit tantôt, puis j'ai trouvé ça vraiment nice de mettre tes objectifs, des objections, puis mettre la solution à côté. Ouais. Je pense que des fois, souvent, c'est manque d'argent. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai ça. Ah, dans le fond, j'ai les solutions. C'est juste que des fois, on veut faire un petit peu d'aveuglement volontaire, peut-être, puis on est notre propre limite. Là. Je pense que c'est vraiment un bon conseil là, que tu nous avais donné tantôt, que je vais prendre. Même moi, des fois, je les écris pas, puis des fois, juste de l'écrire, des fois, on dirait que ça peut peut-être régler la pression, justement. Là. Je vais le retenir. Mais écoute, là-dessus, c'est déjà la pause. Fait qu'on va se revoir ensuite avec les différents sujets que tu voulais nous parler. Donc, n'oubliez pas, pour les gens qui nous écoutent, tous nos épisodes sont disponibles sur le site du 13e étage et sur les plateformes d'écoute populaires, donc Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Balado Québec et YouTube. On revient après la pause. De retour de la pause. Avec Christiane, encore, comme co-animatrice. Bonjour. Pierre-Olivier Desrosiers, notre invité de cette semaine. Bonjour. Donc là, on avait différents sujets. Puis en plus, tu as ta saveur puis tu as ta manière d'interpréter ces sujets-là, puis ça va être vraiment intéressant. On va commencer avec le premier. On voulait parler de la relation avec l'argent au Québec. Fait que parle-nous un petit peu de ta perception de comment ça se passe actuellement. En fait, on est né pour un petit pain qui est beaucoup ancré profondément dans les pensées, puis qui se passe de génération en génération présentement. Puis à chaque fois que tu veux aller plus loin, te créer de la valeur, mais souvent tu es ramené par ta famille, par peur, pour plein de raisons en soi. Puis c'est là que l'évolution au Québec au niveau de la relation avec l'argent, surtout dans la francophonie, au niveau anglophone, il y a vraiment une culture d'éduquer financièrement ses enfants, de partage de patrimoine intergénérationnel, tandis que au Québec francophone, parler de l'argent, c'est mal vu. Tu peux pas dire combien que tu fais, tu peux pas dire combien que tu vaux, tu peux pas dire combien que tu donnes à la limite. Puis c'est vraiment là que à partir du moment que tu mets en sourdine ce bruit de fond-là, mais que tu es capable de te servir de l'argent comme un outil pour arriver à construire tes rêves, construire tes libertés, puis vraiment réaliser tout ce que tu veux dans la vie. Est-ce que tu penses que c'est appelé à pas disparaître, là, parce que je pense que c'est pas appelé de disparaître, mais est-ce que tu penses que c'est appelé à changer avec les nouvelles générations qui s'en viennent, qui sont peut-être un peu plus, en tout cas, de ma perception, peut-être un peu plus matérialiste, où l'argent, c'est pas un problème, mettons, pour les milléniaux, pour dire de montrer les belles choses, d'avoir des grandes ambitions? Oui, ça va changer. Par contre, je crois pas que la mode actuelle au niveau des milléniaux est dans le bon sens. Parce que l'argent est beaucoup vu comme un besoin présentement pour assouvir ses autres besoins et non pas un outil pour arriver à ses fins. Puis c'est à partir du moment que ton mindset change c'est juste de l'outil, là. C'est juste de l'argent. Puis on s'entend, là, s'il y aurait personne qui aurait inventé de l'argent, on n'en aurait pas de besoin présentement, là. C'est vraiment une fabulation qu'on s'est créée. Ouais. L'argent, moi je dis souvent, l'argent, c'est une conséquence des actions que tu vas prendre ou des décisions que tu vas prendre dans ta carrière. La journée que tu arrêtes de travailler pour l'argent va venir parce que c'est une conséquence des actions ou des étapes ou des échecs aussi, des bonnes ou des mauvaises décisions que tu vas prendre, comme va faire que tu augmentes ou tu descends ta valeur nette ou de ton entreprise. Je pense que tu apportes un bon point, que peut-être qu'on voit encore autant le matériel, on a besoin de bien du cash pour avoir un gros char. T'sais, encore une fois, on parle souvent d'actif versus le passif, là, puis tu t'en parles un petit peu de la valeur nette, mais l'immobilier, c'est ça aussi. Quand on achète, il y a des gens qui payent, c'est une source de revenus qui est différente, qui amène une indépendance, une liberté financière qui peut, après ça, tu en as parlé un petit peu, enlever la pression. Là, souvent, les gens, on parle souvent du rat race. Ben, je pense que c'est souvent ça qui arrive. Les gens en faire, la toune là, de vulgaire machin, faire plus de coke pour travailler plus pour faire plus de coke. À un moment donné, tu fais tout le temps en rond, là, ça n'arrête jamais. Je pense que c'est. Ouais, vas-y. Pierre-Olivier, t'es papa de 3 enfants. Ouais. Et là, tu parles d'éducation financière. Est-ce que tu as des choses concrètes, des moyens d'enseigner ou déjà en parler avec tes enfants à la maison? Oui. En fait, ma plus vieille,
Elle a 8 ans présentement. À partir du moment qu'elle a eu 3 ans, puis elle était apte à commencer à comprendre, je l'amenais chez le notaire, je l'amenais voir mon directeur de compte pour qu'elle puisse comprendre puis être déjà immergée là-dedans. Donc, pour vraiment être capable de voir si elle a de l'intérêt pour ça, peut-être le développer, mais aussi voir que je fais pas juste travailler en arrière de mon bureau, là, d'autres choses. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tous nos immeubles maintenant sont dans un rayon d'1 kilomètre autour de la maison. Donc, on les voit, je vous en parle par rapport à ça. Donc, je les aimerais déjà savoir. Puis là, mes deux plus vieilles, ils sont en train de séparer quel immeuble va à qui. Donc, 8 ans, puis quel âge l'autre? 5 ans. C'est quand même drôle, ça. Ouais. Ceux qui font les avis de renouvellement maintenant. C'est eux qui envoient les relevés en début d'année. Ouais, c'est ça. Les relevés 31, c'est eux qui vont importer à pied. non, mais je trouve ça le fun, moi aussi, puis je trouve ça toujours intéressant de, comme entrepreneur, mais aussi comme parent, tu sais, de voir c'est quoi les petits trucs ou les moyens que d'autres prennent pour enseigner la finance, parce que moi, j'ai un petit garçon de 6 ans et demi, puis moi, je crois où j'essaye de lui enseigner à épargner, à dépenser, mais aussi à donner. Parce que je pense que c'est un équilibre entre ces trois-là qui est important. Tu sais, c'est tout aussi important d'apprendre aux enfants, aux gens, à dépenser de manière responsable que d'économiser de manière responsable. Tu sais, on parle de liberté. Jean-Philippe, on va parler de retraite aussi. Tu sais, c'est pas juste de pelleter de l'argent pour le futur aussi. Tu sais, c'est important d'avoir un équilibre puis d'avoir une liberté financière à toutes les étapes de la vie. Puis je pense que c'est important, en ayant bien appris de dépenser, économiser et donner, je pense que c'est là où on peut y arriver plus facilement. Tu sais. Oui, exactement. Puis je pense que c'est pressé par l'exemple aussi. Donc, par rapport à ça, parce que je veux pas, autant qu'on parle de placement, qu'on parle de comptabilité ou de fiscalité, c'est abstrait en soi. Puis c'est pour ça qu'avec mes enfants, je passe par l'immobilier, parce qu'il y a l'immeuble en soi. Puis, ma deuxième, qui a 5 ans, je pense qu'elle a compris dans les derniers mois que quand on achetait un immeuble, c'était pas pour aller habiter dedans. C'était pour être capable de louer, pour qu'il y ait quelqu'un qui nous paye l'immeuble, qui nous en reste un peu à la fin du mois, pour pouvoir en acheter d'autres pour ça. C'est sûr que dans les derniers 2 ans, on a déménagé 5 fois. Là. On était en road trip et tout ça, donc tu peux la comprendre. Mais en réalité, c'est là que c'est avec des actions concrètes que je pense que on est capable de semer des bonnes graines, puis de faire en sorte que l'enfant va évoluer en comprenant l'aspect financier de toute décision. Donc, puis, tu me fais penser, durant le road trip, quand il y avait des bonnes journées, il y avait le droit à $2 chacun. Puis, ça faisait en sorte qu'ils pouvaient cumuler un budget, puis ils l'ont tout dépensé à Disney. Donc, pour ça, notre premier arrêt en Floride, ça a été Disney. Puis, c'est Disney, ma plus vieille voulait absolument acheter une Barbie à Disney directement. Donc, elle l'a acheté là avec son argent. Et sa sœur a attendu le lendemain et en a acheté 3 identiques dans un marché à l'extérieur de Disney. Directement. Belle leçon, hein? Belle leçon. Moi, c'est un sujet qui me concerne beaucoup, puis je trouve que c'est important. Puis c'est vrai, tu sais, tantôt, quand tu disais défense, c'est dur à visualiser pour un enfant parce que de plus en plus, l'argent est plus physique. Tu sais, l'argent, là, tu regardes le sol dans ton compte, puis dans le fond, cet argent-là est dans les faits, est emmagasiné quelque part en réel, mais c'est le coffre de la Banque du Canada. Là, tu sais, même quand tu vas aller chercher ta propre argent, là, c'est difficile aujourd'hui. Il faut que tu appelles d'avance, faut que tu leur dises, puis là, il faut qu'ils te fassent... C'est compliqué, tu sais. Mais c'est dur pour un enfant de saisir ça. Tu sais, une carte de crédit, un REER, un CELI. Tu sais. L'argent, ça, pour eux, c'est... Tu passes la carte, puis ça passe, puis l'argent, c'est payé, puis c'est réglé. Tu sais. Fait que je pense que c'est bon de montrer aussi des fois que tu as un immeuble, il y a des gens qui habitent, des gens qui donnent de l'argent, mais tu sais, ils voient quand même pas... Tu sais, pour un enfant, c'est touché. C'est pas tangible. Oui, exactement. Puis là, ma plus vieille elle comprend une notion de mathématiques présentement. C'est un peu plus complexe qu'elle apprend en 3e année. Puis là, je sens justement que dans peut-être une couple de mois, 1 ou 2 ans, je vais pouvoir lui en parler un peu plus profondément, puis lui montrer des chiffres, puis elle va commencer à comprendre c'est quoi. Quelque chose que moi, j'ai appris en 5e secondaire, rapidement, dans le cours d'économie familiale.
ben, je vais pouvoir l'inculquer au fur et à mesure, puis si elle l'apprend en 5-6 ans avant que moi je l'ai appris, qu'elle puisse le mettre en application, mais ça va être super. Tout à fait. À 10 ans, on va faire les analyses de tes immeubles. Oui, exactement. J'avais goût, ben, par rapport au sujet avec l'argent, évidemment, tu es comptable, puis toutes tes entreprises sont basées sur la liberté. J'ai goût qu'on parle de retraite. C'est quoi puis tu as des clients. Comment tu vois ça, le concept de la retraite? La retraite, pour moi, c'est à partir du moment que tu n'as plus besoin de travailler pour subvenir à tes besoins. Vraiment, tes besoins de base, que tout se paye tout seul pour ça. Pour moi, ça fait 2 ans que je suis retraité et j'ai jamais travaillé plus que dans les 2 dernières années. Donc, en fait, c'est là que je travaille de projet en projet présentement. Je me fais du fun continuellement par rapport à ça. Puis c'est, pour moi, vu que je peux ne plus me soucier au niveau de mes besoins personnels sont couverts par ce que je génère, mais c'est là que je peux mieux gérer mes projets. J'ai plus de fun, j'ai plus de latitude pour pouvoir avancer. Puis, en fait, je l'ai réalisé quand l'entreprise pour laquelle je travaillais, on a resté une autre entreprise. Le monsieur avait lancé l'entreprise à 68 ans parce qu'il s'emmerdait, c'est lui. Puis là, il était rendu à 82 ans. Puis, c'était sa santé. Pourquoi qu'il arrêtait? Parce que sinon, il aurait continué encore. Puis c'est là que pour moi, la retraite, c'est pas une date, c'est pas 65 ans. C'est vraiment à partir du moment que tes besoins de base sont couverts. Puis après ça, fais-toi le fun pour améliorer ton rythme de vie. Si tu veux avoir un bateau à 2 millions, mais à partir du moment que tes besoins de base sont couverts, mais amuse-toi dans des projets pour y arriver, pour te le payer ça. Mais t'as pas besoin d'attendre 65 ans puis d'avoir 5 millions dans ton compte pour pouvoir vivre. Ouais, tout à fait. Puis dans mon ancienne vie en finance où on rencontrait des clients aussi, puis je me rendais compte que souvent c'est une ligne d'arrivée pour bien des gens, puis il n'y a rien de l'autre bord de la ligne d'arrivée. T'sais. Les gens souhaitent, puis il y a aussi le concept peut-être des régimes à prestation déterminée là, qui sont appelés à dispersion. Ouais, oui, parce que c'est extrêmement coûteux pour un employeur. Tout à fait. Puis je pense que souvent, tu parlais de fun, puis je pense que les gens souvent s'oublient aussi. C'est comme, bon, mais gars, il me reste 5 ans. Là. Puis on entend souvent les gens dire, il me reste 3 ans, il me reste 2 ans, il me reste 1 an. Comme un compteur. Puis les gens, puis pour en avoir parlé à plusieurs, allez, c'est quoi vos projets de retraite? Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. On va voyager, on va jouer au golf. OK, c'est beau, mais tu voyageras pas pendant 6 mois. Là. Tu vas faire quoi du reste de ton temps? Souvent, les gens sont mal préparés. Puis peut-être, Christiane, tu peux embarquer là-dedans. Tu sais, t'as de beaucoup de clients. Puis je pense que la retraite, souvent, ça a été vu comme un ultimatum. Tu sais. C'est comme on arrive à 65 ans. Bon, après ça, on fait quoi? On va se bercer. On va se bercer. Là. Puis pendant tout ce temps-là, les gens, on dirait comme vont vivre pour les enfants, vont faire attention, mais tout le long, ils vivent pas. Puis souvent, je l'ai vécu avec des anciens clients, des clients qui décèdent, bang, retraite, 3 mois, 6 mois, paf, cancer, bing, 3 mois, c'est fini. C'est arrivé avec plusieurs reprises où la personne a économisé toute sa vie, en a profité au compte-goutte, puis finalement, tu arrives à la fin, à la retraite, puis bang, tu pognes une maladie, merci, bonsoir. C'est incroyable. C'est pour ça que la notion d'équilibre est importante, ouais. Puis tu soulèves un bon point. Je pense que le concept de la retraite a beaucoup évolué depuis l'image traditionnelle, justement, du petit couple sur son perron en avant, dans une petite chaise qui se berce, puis qui regarde les petits oiseaux. On est loin de ça, tu sais. Puis c'est pour ça que, du moins, l'approche que j'ai dans ma pratique à moi, puis ce que j'entends de toi, Pierre-Olivier, c'est aussi vers ça, vers quoi tu travailles, tu sais, c'est d'avoir une liberté financière de faire ce que tu aimes, peu importe où tu es dans la vie, tu sais. Puis c'est de prendre les moyens, puis les stratégies, et mettre en place des stratégies pour y arriver. Exactement. Puis on parle beaucoup de liberté financière, mais il y a aussi la liberté de temps puis de mouvement, que pour moi sont primordiales en soi. Parce que si tu es libre financièrement, mais tu es obligé de rester dans ta maison, puis tu n'as pas de temps à toi pour profiter de qu'est-ce que tu veux faire réellement, ben, pour moi, tu n'es pas vraiment libre. Là. Tandis que si tu as une liberté de temps, une liberté de mouvement, puis que tu n'es pas libre financièrement, je pense que tu es plus libre que la personne qui a atteint sa liberté financière. Parce que tu peux faire qu'est-ce que tu veux à tout moment. Ah. Tout à fait. Tout à fait.
Il n'y a rien de plus à dire. Non. Non, mais c'est vrai. Puis je pense que, pour clore ce sujet-là, je pense que c'est appelé à changer. Je pense que les gens veulent vivre de plus en plus. Quand on parle, j'ai 34 ans, ma génération, les générations qui s'en viennent, je pense que on a vu aussi nos parents, nos grands-parents travailler comme des malades. Puis peut-être que c'est moins ça à quoi on aspire. Puis je pense qu'il y a un peu plus un équilibre. Dans le temps, c'était achète-toi une maison à 25 ans, un couple, le chien, le ci, le ça. Je pense que c'est un modèle-là, puis ça vient de nos ancêtres. Là. Puis je pense que c'est appelé peut-être à disparaître ou nécessairement acheter une maison, c'est peut-être pas le meilleur move financier quand tu commences. Il y a quand on regarde les études rationnelles, ben, si tu places ton argent et tu es en loyer, c'est plus payant là, ou à peu près. Mais c'est encore là, c'est une condition de vie après ça. Tu veux-tu vivre dans un 4,5 toute ta vie ou tu vas avoir un terrain, une piscine? La question, c'est une question de choix. Mais je pense que les ambitions des gens, c'est peut-être moins justement d'acheter une maison. Puis là, évidemment, l'immobilier est très cher aussi. Là. Fait que je pense que c'est appelé peut-être à changer un petit peu aussi l'ambition des gens de... Je vais faire du surf sur ce que tu dis. Oui, c'est une question de choix. Puis je pense que vers où on évolue, c'est que les gens ont plus de flexibilité intellectuelle, de pas nécessairement embarquer dans le paradigme que nous dicte la société où faut que tu te maries, t'achètes une maison, t'occupes la même job jusqu'à ta retraite, t'as 2,2 enfants, puis la vie, c'est ça, tu sais. Puis à 65 ans, tu vas prendre ta retraite, tu sais. Puis Pierre-Olivier, t'en es un exemple parfait. Tu sais, à un moment donné, toi et ta conjointe, vous vous êtes assis puis vous avez dit, OK, ben le statu quo ne nous convient pas. Qu'est-ce qu'on change? Exactement. Puis comment est-ce qu'on réoriente ça vers nos priorités? Mais encore faut-il avoir cette ouverture, cette flexibilité-là. Je pense que les gens le sont de plus en plus et sont plus connectés et alertes avec ce qui les rend un peu plus heureux, que ça soit... avoir du temps, avoir une flexibilité au niveau de son horaire. Je pense que les gens se permettent beaucoup plus de penser à eux dans ce sens-là que juste donner cœur et âme, temps et sans trop penser à une job. Les gens cherchent à avoir plus. La flexibilité, on le voit de plus en plus chez les employeurs, puis ça va faire du surf sur le prochain sujet. Maintenant, c'est plus nécessairement le salaire. C'est quoi les conditions? C'est quoi, je peux-tu faire du télétravail? Là, évidemment, dans le COVID, mais je pense que ça va être quand même appelé à rester partiellement ou peut-être que le lundi puis le vendredi, tu n'es pas obligé de rentrer au bureau. Puis ça fait bien ton affaire aussi de ne pas te claquer le trafic. Puis le vendredi, peut-être un petit horaire que tu finis à midi. Les gens, pour eux, ça vaut plus que de l'argent maintenant. En tout cas, moi, quand j'entends des gens, c'est comme, mais là, j'ai 4 semaines, 5 semaines de vacances. Avant, là, c'est je veux faire le plus d'argent possible. Ouais, mais tu vas avoir 2 semaines. Je m'en fous, je veux faire plus. Je pense que les gens, le temps a une valeur aussi là-dedans. Moi, je suis le premier. J'aurais payé une semaine de vacances de plus dans le temps que j'étais employé. J'aurais payé, ça ne m'aurait pas dérangé. Je pense qu'il y a des changements, puis je pense qu'on sort un peu de... En tout cas, j'espère qu'on va changer de ça, parce que... Puis tu sais, l'éducation financière, comme on en parlait, je pense que c'est hyper important. Puis je pense que c'est une solution de bien des problèmes au Québec aussi, d'éduquer les gens, de comprendre qu'est-ce que tu peux avoir avec, entre autres, le levier, entre autres en faisant des simples changements. Tu sais, je repense à toi quand tu me dis sauver 8 000 $ par mois juste en épurant mes affaires. Tu sais, ton rythme de vie, as-tu nécessairement baissé? Pas tant. Tu sais, des fois, rythme de vie, peut-être. Qualité de vie? Ben, tu sais, rythme de vie, oui, non, mais tu sais, la qualité de vie, en effet, puis le stress, toute la santé, c'est incroyable. Là. C'est malade dans la tête. Là. Fait que je pense que... Des belles leçons à tirer là, aujourd'hui. Là. Tout à fait. Puis là, ça nous amène au sujet des ressources humaines. PO, tu m'avais mentionné les ressources humaines en 2021, puis j'ai goût de t'entendre parler de ça. Je pense que c'est un sujet qui est quand même très intéressant. Oui, puis t'en as abordé au niveau justement de l'employé, qu'est-ce qu'il recherche. Oui, il y a le salaire. Par contre, il y a tout ce qui est autour. Puis si je pense que quelqu'un qui est insatisfait de son emploi présentement va avoir la messe plus courte que quelqu'un d'une vingtaine d'années au niveau de la recherche d'emploi, qui va pouvoir quitter. Puis on le voyait avant la dernière année que en moyenne, quelqu'un reste en poste entre 3 et 4 ans, donc pour ça. Puis sinon, ça va aller en s'accentuant. Puis c'est, oui, le salaire, il y a l'équipe autour, donc avec qui tu travailles, parce que tu vas passer plus de temps auprès de ces personnes-là qu'avec ta propre famille, avec tes propres enfants. Puis après ça, il y a tout ce qui est les avantages intangibles. Au niveau de mon équipe, ils peuvent
travailler à l'heure qu'ils veulent. Ils peuvent travailler d'où qu'ils veulent en soi. Et je les accompagne puis je leur donne des conseils directement dans leur gestion des finances personnelles pour qu'ils puissent être libres financièrement aussi à terme, eux de leur côté. Donc, c'est là que pour moi, mes valeurs personnelles sont les valeurs de l'entreprise. Puis, c'est pas des valeurs sur papier, là, c'est que on le vit en soi. Puis, c'est là que, en fait, c'est une personne qui est en Tunisie présentement. Donc, je l'ai embauchée à distance et c'est une Québécoise qui était là-bas, donc pour ça. Puis là, elle est supposée revenir cet été. Mais j'ai pas de limitation géographique. Puis, j'ai une autre personne dans mon équipe qui était en Angleterre. C'est sa belle famille pour toute l'automne. Puis pour moi, même s'il y avait un décalage horaire, je m'en fous. Même elle était plus efficace parce que quand nous, on était couchés ou en dehors de travail, elle avait 2-3 heures de concentration de plus seule à travailler. Ouais, elle se faisait pas bombarder de courriels. C'est vraiment intéressant. Puis, c'est quoi tu penses que le COVID va amener de positif, mais peut-être aussi de négatif dans l'aspect des ressources humaines? En fait, quelque chose qui est positif pour l'employé, mais qui va apporter un défi, c'est que la sécurité d'emploi, qui apporte une sécurité financière, a disparu avec le COVID. Donc, pour ça, le 15 mars, quand les employeurs n'étaient plus capables de payer leurs employés, puis qui ont dû justement mettre le monde à pied, puis que tout le monde se revirait vers le gouvernement pour survivre, mais là, il n'y avait pas d'autre choix. Maintenant, je crois que ça a inculqué comme quoi que, vu que la sécurité d'emploi n'existe plus, le fait d'être travailleur autonome ou employé, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux, à part avoir plus de liberté. Être entrepreneur également. Puis c'est vraiment là que je crois qu'il y a des personnes qui restaient dans des emplois par le passé, que là maintenant ils vont faire le saut pour être travailleur autonome, puis faire vraiment qu'est-ce qu'ils aiment, puis peut-être faire qu'est-ce qu'ils aiment pour plusieurs clients différents. Donc c'est là qu'au lieu d'avoir des personnes à temps plein, je crois qu'on va avoir de plus en plus de personnes à temps partiel ou des travailleurs autonomes à contrat pour des jobs spécifiques à 5-6 heures par semaine, par mois, tout dépendamment c'est quoi qu'on a de besoin pour vraiment répondre aux besoins puis aller chercher directement des spécialistes. Je pense que c'est un bon point. En fait, parce que je pense que l'organisation du travail a changé aussi. Tu sais, on parle de télétravail. Là, on est à l'aube du grand déconfinement qui s'en vient là, cet été. J'ai hâte de voir de quelle façon ça va s'orchestrer à l'automne si réellement là, on s'en va vers la bonne direction. Mais ça va être dur, je pense, de ramener les gens à travailler au bureau. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui aimaient aussi la liberté puis le télétravail. Je pense que j'ai hâte de voir de quelle façon ça va s'orchestrer tout ça, honnêtement. Exactement. Parce que tous ceux qui travaillent au centre-ville de Montréal, qui se tapaient un 6-7 heures de trafic par semaine, qui l'ont plus depuis 1 an, je sais pas ça va être quoi leur réaction quand il va falloir qu'ils se retapent à l'automne. Là. Je pense que c'est partagé. J'en suis un exemple. Là. Mon bureau est au coin de Pélé-Sainte-Catherine. Là. Tu peux difficilement être plus downtown que ça. Là. Puis honnêtement, là, moi, ma journée ou mes 2 journées par semaine où je peux décoller de ma table de salle à dîner, de voir des vraies personnes, là, pas juste en Zoom puis en virtuel, et que ça me fait du bien. J'aime ça voir mon équipe. J'aime ça être dans mon bureau puis pas justement avoir des sources de distraction ou à la maison, bon, c'est facile de dire, je vais partir me passer de lavage. Je vais faire un croque-pot. Je vais faire ci, je vais faire ça. Je vais aller dehors faire mes plates-bandes. Tu sais, puis bon, des fois, c'est important aussi de prendre des petites pauses, là. Fait que moi, c'est ça, mes petites pauses, là. Je vais bouger, je vais dehors, mais juste en tout cas, moi, j'aime bien le mix des deux, puis je pense que je suis pas la seule, mais effectivement, je pense que les deux ont des avantages et des désavantages. Là. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça va se dessiner. Vraiment, parce que, mais mettons, ceux qui travaillaient en bureau avaient tout le temps des discussions autour de la machine à café. Puis vraiment, comme le non-verbal de la personne, tu le voyais, tu n'avais pas besoin d'avoir une discussion en Zoom avec pour pouvoir le sentir. Tandis que depuis 1 an, ben, on l'a pas, ça. Puis ça manque à beaucoup de personnes. Puis, pas depuis 1 an, il y a beaucoup de personnes qui ont changé d'emploi. Donc, il y a beaucoup de nouveaux qui n'ont même pas rencontré en personne encore leurs collègues de travail. Puis, même moi, en ayant une équipe 100% virtuelle, 100% à distance, puis, en fait, c'est du monde un peu partout au Québec présentement, mais on a une rencontre d'équipe la semaine prochaine pour tout se voir en personne parce que ce lien-là, physique, il va falloir le garder. Là. Absolument. Je suis 100% d'accord. Mais je pense que il va
il va y avoir un résidu des deux quand même. T'sais. Puis je pense que nos comportements ont changé aussi. Par exemple, on parlait de notaire tantôt. Moi là, j'apprécie vraiment beaucoup le notaire à distance. Me déplacer en voiture pour aller signer un papier quand je peux faire ça en ligne, ça me dérange. Je trouve que pour moi, c'est une belle innovation. Là. Mais il y a je comprends que, mettons, moi, les dîners d'affaires, pour moi, c'est important. J'aime ça. Tu crées des liens, les soupers, les 5 à 7, ce genre de choses-là. Je pense que ça va rester. Mais je pense qu'il va y avoir un équilibre à travers tout ça. Je pense que ça ne sera pas blanc ou noir. J'ai hâte de voir. Il y a des gens qui sont très réservés et qui sont contents de rester en télétravail. Mais moi, je pense qu'on est quand même des bébites sociales, les humains. Je pense qu'on va continuer de vouloir se voir. Mais je pense qu'on va peut-être changer certains comportements où est-ce que j'ai besoin de voir genre mon comptable 4 fois par année où il y a des appels que je peux faire et dire « Gars, voici ça, tu donnes ça une demi-heure, tu t'es pas déplacé. » Tout le monde est optimisé quand même. Tu peux peut-être faire 2-3 rencontres de plus par jour plutôt que... Je pense qu'il y a des petits comportements comme ça qui vont être appelés à rester ou à changer là, versus qu'est-ce qu'on faisait auparavant. Il y a une bonne partie de ma clientèle que j'aimerais rencontrer physiquement. Là. Mais est-ce que tu vas vouloir les rencontrer? Je pense que oui. Mais à un moment donné, est-ce que au lieu de faire, mettons, 4-5 rencontres par année, tu vas peut-être faire une rencontre par année, mettons, la révision annuelle, ces choses-là. Mais il y en a peut-être 2-3 que tu dis dans ton année complète, quand tu regardes ton optimisation de ta business, est-ce que j'ai besoin de voir 5 fois mon comptable? Ben non. T'sais. Non, puis je pense que ça va être plus autour des événements, comme tu as parlé, que de parler des cibles de la business. Parce que je veux pas en comptabilité, en finance, tu as besoin de montrer des rapports. Puis à l'écran avec Zoom, je pense que ça va super bien partager l'écran puis vraiment pointer pour ça. En physique, oui, ça se fait, mais je pense qu'on peut pas être aussi précis qu'on peut l'être présentement. Par contre, pour le côté social puis le développement de ta clientèle, c'est sûr qu'il va falloir que ça revienne. Je suis 100% d'accord. J'ai hâte de voir tout ça s'orchestrer. Honnêtement, ça va être quand même... T'en le diras. Ouais, ça va être quand même spécial. C'est déjà la fin, malheureusement. Merci beaucoup, PO, pour ton partage. Je pense que ça a été très instructif pour beaucoup de gens qui vont nous écouter. Merci à Christiane pour la co-animation. Je te laisse ça me fait plaisir. Ben la oui. question depuis que François a lancé cette tradition. Bon, on le sait, ton dernier road trip, c'était 7 mois aux États-Unis. C'est quoi ton prochain? Où tu pars? Je pars dans 4 semaines pour 7 semaines aux États-Unis. Donc là, ça fait 1 an que notre motorisé, il dort à Los Angeles. Ah. Puis on va le récupérer, on va faire la côte ouest américaine vers le Canada. Donc, on est vacciné, on part, puis on va se faire du fun. Ben, bonne route. On va te souhaiter un bon voyage. Merci à tous pour votre écoute. On se voit la semaine prochaine au podcast au 13e étage parce qu'on va parler des vraies affaires.